Le volume du commerce international a notamment été multiplié par 8 entre 1980 et 2023. Adam Smith et David Ricardo et leur théorie des avantages absolus et comparatifs. Le théorème Heckscher-Ohlin et Samuelson, du nom des économistes qui ont produit cette théorie, propose un affinement de la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo et explique que l'avantage des pays provient de la dotation factorielle de ces derniers. En réalité, il semblerait que ce modèle soit faiblement valide. En d'autres termes, il ne fonctionne pas partout et pas tout le temps. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Vassili Leontiev et Paul Krugman, tous deux prix Nobel d'économie. On l'a vu dans la précédente vidéo, le commerce international n'a cessé d'augmenter depuis les années 80. Ce qu'on cherche à expliquer dans ce chapitre 2 d'économie en terminale, c'est pourquoi est-ce qu'il y a du commerce à l'échelle internationale. Pourquoi est-ce que les pays ne restent pas en autarcie et utilisent leur propre production pour subvenir à leurs besoins et à celles de la population. Dans la vidéo précédente, on avait vu que ce sujet ne date pas d'hier et que de nombreux économistes ont essayé de théoriser ce commerce international. On avait notamment pu voir qu'il existait grosso modo deux écoles. Une école qui était basée sur les avantages en termes de productivité, c'est la théorie des avantages absolus et comparatifs d'Adam Smith et de David Ricardo, et une école davantage basée sur la dotation factorielle, là c'est le théorème HOS. Si vous vous souvenez bien, on avait expliqué que ces modèles étaient notamment remis en cause par un économiste qui s'appelle Paul Krugman. Et ce que nous disait Paul Krugman, c'est principalement que ces modèles-là n'arrivaient pas à expliquer le commerce entre pays comparables, c'est-à-dire des pays qui ont la même dotation factorielle ou en gros la même structure économique. Ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a du commerce entre pays comparables et qu'est-ce que l'internationalisation de la chaîne de valeur. Premièrement, le commerce entre pays comparables est le commerce intra-branche. Un peu à l'image du commerce entre pays comparables, le commerce intra-branche, c'est un commerce qui est réalisé au sein du même secteur d'activité. Exemple, dans le secteur de l'automobile, l'Allemagne qui importe des voitures de France et la France qui importe des voitures d'Allemagne. C'est du commerce entre pays comparables et aussi du commerce intra-branche. Ce commerce intra-branche, il représente une grande partie du commerce international et le tout sans que les théories traditionnelles dont on a parlé la dernière fois ne puissent l'expliquer. Bah oui, si on suit le théorème HOS, un pays comme la France n'a aucun intérêt à importer des voitures d'Allemagne et inversement. Pourtant, comme on peut le voir sur ce graphique, le commerce intra-branche représente en 2016 35% du commerce mondial contre seulement 20% en 1967. Si on regarde juste les Européens entre eux, on est passé de 40 à 60% en 50 ans. C'est énorme. Une des premières raisons qui explique ceci, c'est la différenciation des produits, et notamment la différenciation horizontale. Pour rappel, la différenciation verticale, c'est la différence qui peut exister entre deux produits de gamme et de prix différents. A l'inverse, la différenciation horizontale, c'est tout ce qui vient différencier un produit d'un autre en dehors du prix, de la gamme ou encore de la qualité de ce produit. Dès lors, puisque chaque firme va essayer de différencier son produit à un maximum pour en faire un produit unique, on peut dire qu'on est dans une situation de concurrence monopolistique, puisque chaque produit est désormais unique et que donc chaque entreprise a un monopole sur ce produit en particulier. Ici, le prix n'a donc pas d'importance et ce sont bien les goûts des consommateurs qui vont venir imposer la loi sur le marché. Dès lors, les firmes de chaque pays vont proposer des produits uniques et ce sont les consommateurs du monde entier qui vont, de par leurs préférences, permettre le commerce international. En effet, ici, en mettant à disposition un grand nombre de produits à un maximum de consommateurs dans le monde entier, le commerce international vient maximiser la satisfaction globale des consommateurs. La deuxième explication réside dans les économies d'échelle et les rendements croissants. Pour faire rapide, Paul Krugman considère qu'en autarcie, la quantité et la diversité de produits est limitée à la taille du marché national. Dès lors, si on ouvre le commerce au monde entier, ce qui se passe avec la mondialisation, la taille du marché est beaucoup plus vaste. Alors, les entreprises vont bénéficier de ce qu'on appelle des économies d'échelle. Je vous donne un exemple. Si vous achetez un Kinder Bueno à 2 € l'unité, mais que le pack de 5 Kinder Bueno coûte 8 €, alors le coût unitaire baisse. Pareil, si vous achetez un carton de 10 paquets de Kinder Bueno et que ce dernier coûte 60 € au lieu de 80 €, alors vous avez une économie d'échelle. Ça veut dire que plus vous achetez en grande quantité, plus le prix unitaire a tendance à baisser. C'est le même principe pour les firmes qui produisent en très grande quantité. Dès lors, plus le marché devient grand, plus les entreprises produisent en grand nombre et donc plus leurs coûts de production sont faibles. Et c'est en ça qu'on parle de rendement croissant. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, il faut absolument qu'on parle de la fragmentation et de l'internationalisation des chaînes de valeur. En fait, jusque dans les années 70, la principale forme d'organisation économique des firmes était basée sur le modèle du Fordisme. C'est-à-dire une grande firme qui va venir acquérir plusieurs autres petites entreprises pour couvrir leurs multiples activités. Ainsi, depuis les années 80, avec l'avènement du commerce international et des technologies de l'information et de la communication, et aussi avec la diminution des coûts de transport, plusieurs entreprises viennent changer leur modèle organisationnel et viennent fragmenter leur chaîne de valeur. Cela signifie que pour un même processus productif, plusieurs étapes vont être réalisées dans des pays différents. Par exemple, on pourra avoir un produit dont la conception est réalisée dans un premier pays,
puis sa fabrication dans un deuxième pays, et enfin, le marketing pourra être réalisé dans un troisième. Ici, le principe est de tirer avantage des différentes structures socio-économiques des pays. Par exemple, on pourra avoir le marketing et la conception qui auront lieu dans des pays plutôt qualifiés, et l'assemblage qui pourrait avoir lieu dans des pays dotés d'une main-d'œuvre à moindre coût. Dès lors, pour se déployer à l'international, les firmes réalisent ce qu'on appelle des IDE, c'est-à-dire des investissements directs à l'étranger. Pour vous donner un ordre d'idée, ces IDE représentaient 1750 milliards de dollars en 2016 contre seulement 13 milliards de dollars en 1970. Pour rendre cela possible, on notera également une large partie du commerce international qui est réalisé par les firmes entre elles. Cette différence phénoménale de chiffres s'explique notamment par le commerce intra-firme, c'est-à-dire par les échanges commerciaux qui sont réalisés à l'intérieur même des firmes. Ce commerce intra-firme représente 30% du commerce international. Cette internationalisation des chaînes de valeur est réalisée exclusivement par des FMN, c'est-à-dire des firmes multinationales, qui pèsent par conséquent très lourd dans le marché mondial. En France, seuls 2,2% des entreprises sont des FMN et des FTN, et pourtant elles réalisent près de 50% de la valeur ajoutée française. L'INSEE nous dit également que ces FMN en France emploient près de la moitié des salariés à temps plein. Voilà, c'était pas très long, mais c'est hyper important de comprendre ça pour vraiment bien situer ce chapitre dans ton année de terminale. Si tu as d'autres questions ou si tu penses que j'ai oublié de parler de quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, abonne-toi à cette chaîne et je te dis à bientôt. Ciao!